Bienvenue dans le podcast Vérité. Je suis Ambeline Becker. J'accompagne depuis plus de 10 ans des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à s'élever pour élever leur entreprise, leur impact, leur niveau de contribution au service de plus grands. Dans cet épisode, j'accueille Antoine Gerlier, le fondateur de l'application de méditation Namatata qui compte aujourd'hui plus d'1 million d'utilisateurs. Vous allez découvrir son profil vraiment atypique et très inspirant. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Antoine, bienvenue dans le podcast Vérité. Merci d'avoir accepté mon invitation pour créer cette conversation ensemble. Bonjour Ambeline, je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui et je suis impatient de faire ce podcast. Ouais, et moi aussi, et de découvrir ce qu'on va se dire en fait. Parce que même s'il y a quelques questions préparées en avance, c'est toujours plutôt de l'improvisation. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve. Alors, comme je le disais en introduction, tu es le fondateur de Namatata, qui est l'application de méditation, et tu vas certainement nous expliquer ce qui t'a amené à créer Namatata. Mais avant de commencer, est-ce que tu aimerais nous dire où est-ce que tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement? Alors, je me situe à Lisbonne, donc au Portugal, qui est une ville avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la santé, le bien-être. Donc, c'est une ville que j'aime beaucoup, dans laquelle je me suis installé en septembre dernier. Et donc là, je suis dans mon appartement que je partage avec un ami à Lisbonne. Magnifique. J'ai eu la chance de découvrir Lisbonne en fin d'année 2022 et j'ai adoré. Et pour que les auditeurs te connaissent mieux et donc puissent apprécier tout ce que tu vas partager aujourd'hui, est-ce que tu aimerais nous décrire un peu les grandes lignes de ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors, oui, je vais essayer de raconter un peu mon parcours. Est-ce que tu veux mon parcours plutôt professionnel? Moi, tu sais, ici, on ne fait pas de différence. Donc, dis ce qui te semble important. Ce qui me semble important, moi, j'ai grandi à Paris, dans un univers plutôt confortable, aisé. Et j'ai très vite, en fait, eu un esprit de compétition assez fort. Je sais pas d'où ça vient exactement. Peut-être le fait que je sois le 4e d'une fratrie de 5. Et donc j'avais l'impression qu'il fallait être le meilleur dans la vie. Et je voulais toujours gagner, je voulais toujours être le meilleur. Donc je pense que ça a beaucoup forgé ma vision du monde quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que j'ai fait des études de finance, parce que pour moi c'était ce qui représentait l'élite à cette époque-là. Et donc j'ai fait des études de finance et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça. Et en même temps, j'ai découvert l'entrepreneuriat et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire, c'était créer une entreprise, parce que je trouvais que les entrepreneurs que j'ai rencontrés étaient des gens passionnants, qui avaient des rêves, qui avaient une énergie, un enthousiasme incroyable, qui voulaient changer le monde. Et j'avais envie d'être un peu comme eux. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 24 ans à peu près. Ok. Donc, je me suis dit que c'est ça que je voulais faire dans ma vie, entreprendre. Pour changer le monde. Pour changer le monde. Enfin, ouais. Pas forcément pour y contribuer monde, en tout cas. Oui, voilà. Ce serait peut-être un peu mégalo.
Et donc, j'avais ça en tête. Et en même temps, j'ai découvert le poker, le monde du poker en ligne. Donc, je me suis aperçu que je pouvais gagner très bien ma vie en jouant au poker en ligne. Et donc, j'ai fait ça pendant 4-5 ans en ligne. Ça m'a permis de voyager, par exemple, j'ai vécu 1 an en Australie, j'ai vécu un peu en Nouvelle-Zélande, en Asie, à Berlin. Et pour moi, c'était vraiment synonyme de liberté, et c'était aussi une façon d'être dans la compétition, puisque avec l'idée du poker, c'est d'être meilleur que les autres. Donc, moi qui rêvais d'être un peu un sportif de haut niveau, là, d'une certaine façon, j'étais un peu un sportif avec le poker. Et ça me réussissait bien, puisque j'ai gagné beaucoup d'argent en faisant ça. Ça me permettait d'être libre. Et en même temps, je me suis toujours dit que à l'âge de 30 ans, je voulais pas faire ça toute ma vie, et qu'à l'âge de 30 ans, je m'arrêterais pour créer une boîte. Et donc, c'est à cet âge-là que j'ai arrêté le poker. Et j'ai commencé par créer un média. En Australie, il y avait beaucoup, à cette époque-là, les gens sont beaucoup dans le bien-être, le yoga, tout ce qui est healthy. Et je trouvais ça assez intéressant. Et en France, je trouve qu'on n'était pas du tout à cette époque-là dedans. Parce que là, tu parles de quelle année pour qu'on se resitue un peu? Là, c'était il y a 8 ans, donc c'était en 2015. Ouais, ok. Ouais. Et donc à cette époque-là, j'ai voulu lancer un média avec des conseils pour avoir un mode de vie plus sain, que j'ai appelé Zen Tonic. Et j'ai trouvé une centaine de contributeurs, des coachs, des psychologues, des sophrologues, des profs de yoga, des nutritionnistes. C'était genre un magazine en ligne, c'est ça? C'était un magazine en ligne, oui. Ouais. Et donc j'ai lancé ça en 2015, 2016, peut-être 2015. En 2015. Et donc c'était une aventure. Après, j'ai pas réussi vraiment à développer l'entreprise. Ouais, c'est-à-dire que tu n'avais pas de modèle économique. Voilà, j'ai pas réussi à créer un modèle économique. Et mais c'était une super aventure. Et puis ça m'a aussi mis un peu dans le monde du bien-être. Et c'est comme ça que je pense que j'ai découvert la méditation. Et moi qui avais beaucoup d'anxiété sociale, ça j'en ai pas encore parlé, mais ouais, on va en parler. Ouais. J'avais beaucoup d'anxiété sociale depuis mon adolescence. C'est quelque chose qui me frustrait beaucoup dans la vie, qui m'empêchait d'aller vers les personnes vers lesquelles j'avais envie de voir, qui me faisait parfois éviter certaines situations. Et donc, quand j'ai vu une méthode avec une technique de visualisation, quelqu'un qui en parlait dans un article, je me suis dit waouh, pourquoi pas essayer. Même si j'étais très sceptique en fait sur la méditation, pour moi c'était quelque chose de religieux, d'ésotérique. J'étais pas vraiment au courant des bienfaits de la méditation et de toutes les recherches scientifiques. Et donc je me suis lancé dans la visualisation. Et après seulement quelques jours, j'ai remarqué qu'il y avait des changements qui se faisaient dans mes comportements, dans les situations. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai découvert un truc incroyable. C'est-à-dire que tu te rendais compte que oui, tu avais des comportements différents vis-à-vis des autres ou dans tes habitudes du quotidien? Ouais, c'est ça. Dans les mêmes situations qui me stressaient, me donnaient de l'anxiété et du stress, je remarquais que avec la méditation, ça diminuait. Donc, je pouvais le remarquer vraiment concrètement. Et c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai découvert un truc de dingue. Moi qui avais essayé plein de choses, j'étais allé voir des sophrologues, des hypnothérapeutes. J'avais vu des médecins, des psychiatres même. Et j'avais pas l'impression que ça m'aidait plus que ça.
Ouais, il n'y avait pas de changement concret dans ton quotidien, quoi. Il n'y avait pas de changement profond. En tout cas, je n'étais pas capable de ressentir de changement profond. Et là, j'ai senti vraiment des changements profonds. Et donc, je me suis dit que j'avais découvert quelque chose d'incroyable. Et je me suis passionné pour la méditation, les états de conscience modifiés. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer une appli de méditation qui s'appelle Namatata. Et donc ça, c'était en 2017. Ça, c'était en 2017. Donc, je me suis dit que ça m'a aidé non seulement à gérer mon anxiété sociale, mais ça m'a aidé sur plein d'autres choses. La méditation, sur ma façon de voir le monde, le sommeil. Donc, ça m'a apporté énormément de choses et je me suis dit que c'était trop dommage qu'on nous apprenne pas ça à l'école. Bah oui. Dès l'école. Et donc, je me suis passionné pour le sujet. J'ai vu qu'il y avait plein de recherches et même tout un mouvement en Angleterre, notamment le Mindful Project, de gens et même de députés qui considèrent que la mindfulness, la pleine conscience, peut apporter dans tous les domaines de la société, à la fois socialement et économiquement. Et c'est vrai que pour moi, la méditation peut apporter dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, du travail. Donc, en fait, c'est une hygiène de vie. C'est comme les techniques respiratoires. C'est une hygiène de vie finalement. C'est une hygiène de vie. Ouais. C'est d'abord prendre soin de soi, la méditation, et c'est ce que je dis toujours, mieux prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres et du monde. Et quel a été l'impact de la méditation? Alors après, c'est une question qui va nous amener très loin, je pense, mais je te la pose et puis peut-être on y répondra après. Mais quel est l'impact de la méditation et de ta découverte en fait de la méditation sur ton niveau de conscience, sur, comme tu disais, ta perception du monde? Qu'est-ce qui a changé en fait pour toi? Je pense que il y a d'abord de la compréhension, de la connaissance, de la compréhension de comment je fonctionne, comment on fonctionne, le monde des pensées, le monde des émotions, des sensations. Comprendre à quel point et tout le mécanisme de l'ego également. Comprendre, déjà me détacher de mes pensées, pouvoir être observateur de mes propres pensées, comprendre que énormément de nos pensées, de nos jugements viennent de conditionnements, viennent de nos émotions. Et cette idée qu'on est vraiment totalement en libre arbitre et aux manettes de mes pensées et de mes comportements, et en fait cette idée-là est totalement fausse. Et voir à quel point les émotions me drivent, à quel point ces émotions, enfin pour moi c'était quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est quelque chose aussi auquel je m'étais un peu coupé. Alors, oui, à quel point en fait les pensées génèrent des émotions qui génèrent ta réalité. Oui, en fait, ça va dans les deux sens. C'est à la fois les pensées qui peuvent créer des émotions, mais très souvent, en fait, ça vient des sensations d'abord. Les sensations créent l'émotion qui crée aussi la pensée. Et ça va dans les deux sens. Donc, et puis toute cette idée de l'ego, de l'idée qu'on a de soi. Je pense que j'avais un ego quand même assez développé. J'avais cette idée, j'étais beaucoup dans la compétition, cette idée que j'étais le meilleur, souvent que j'étais plus intelligent que les autres. Et avec tout ce travail sur moi, j'ai compris qu'en fait tout cela n'avait pas de sens. Et je trouve que le but ultime de la méditation, finalement, c'est
prendre conscience et de ressentir qu'on appartient à quelque chose qui nous dépasse et que on appartient à quelque chose, à un grand tout, finalement. Oui, que donc il y a quelque chose qui est plus grand que toi. Exactement. Et donc cette idée d'ego, de moi, peut perdre de l'importance. Et ça permet moi ça m'aide à être beaucoup moins dans la peur et de me sentir beaucoup plus en harmonie avec les autres et avec le monde. Ouais, et de te sentir aussi peut-être plus soutenu par ce tout. Oui, aussi, ouais. Ouais. Et de moins être dans la surresponsabilité et la toute-puissance. Exactement. D'ailleurs, ça fait partie de ma routine de méditation quotidienne chaque matin. En plus de travailler sur la gratitude, sur l'autocompassion, je visualise que je suis soutenu par les autres. Et par la terre aussi, d'ailleurs. Par la terre, par les autres. Ouais. Magnifique. On va revenir sur cette notion, tu vois, d'ego, de sentiment d'être le meilleur et d'anxiété sociale, parce que je pense qu'il y a un lien entre les deux. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous dire avec quoi tu aimerais que les auditeurs repartent de cette conversation? Alors, ce qui, moi, m'a énormément apporté depuis 8 ans, c'est le travail sur soi. À quel point, en fait, on peut, et j'en avais pas du tout conscience, mais à quel point on peut travailler sur soi et faire évoluer, changer, améliorer plein de choses, se libérer de peur, de conditionnement. Je trouve que c'est un chemin qui est passionnant, qui est très enrichissant. Donc et qui, je trouve, peut-être la chose la plus importante dans ce parcours, c'est l'amour, c'est l'amour qu'on se donne pour mieux en donner aux autres et au monde. Donc, c'est ce message-là que j'ai envie de transmettre. Oui, je pense que ce podcast est fait pour ça. Donc, c'est magnifique. Tu parles effectivement que ça t'a permis de voir les conditionnements. Je pense que ça, c'est peut-être une des premières étapes de l'éveil, c'est de se rendre compte qu'on est soumis à des conditionnements et quand tu commences à voir ça et à t'autoriser à en sortir, il se passe vraiment quelque chose. Ouais. Cette idée de conditionnement. Est-ce que toi, tu as réussi tu as fait ce travail-là de prendre conscience de tes conditionnements? Oui, moi je pense que cet éveil, il a commencé. Moi, je parle de l'éveil dans le sens, comme tu dis, se détacher de l'ego et de la personnalité qu'on s'est construite pour se relier à plus grand. Parce que sinon, en termes de connexion à l'invisible, de spiritualité, etc., j'ai toujours baigné dedans. Depuis petite, j'ai été éduquée avec ces croyances spirituelles en dehors de la religion. Mais oui, cette notion de conditionnement, je pense que c'était à peu près en 2006-2007, donc j'avais 26 ans. Et j'ai commencé à prendre conscience qu'effectivement, mes pensées avaient un impact sur ma réalité. Et que j'avais la possibilité de me détacher de mes pensées et de les changer. Je pense que tu vois, le premier déconditionnement, il a été à cet endroit-là, de moi envers moi. Après, en tant que femme, etc., il y a eu aussi tout le conditionnement du patriarcat. Voilà. On enregistre l'épisode le 8 mars, le jour de la journée de la femme. Donc, je fais ce petit aparté. donc, je reviens à ce besoin d'être meilleur que tu partageais tout à l'heure. Quel lien tu ferais entre ça et l'anxiété sociale?
Je pense que effectivement, on peut voir un lien entre les deux. Je pense que quand j'avais de l'anxiété sociale, d'une certaine façon, j'avais peur de pas être à la hauteur. Donc ça. Mais c'était une pression que tu te mettais à toi-même. Oui, c'est une pression que je me mettais à moi-même de pas être à la hauteur, de cette idée qu'on est séparés, qu'on se. Je pense que moi-même, je jaugeais énormément les autres. Je jaugeais les autres, je les jugeais. Donc finalement, ce que je craignais moi-même, c'était que les autres me jaugent et me jugent comme moi je le faisais pour les autres. Sauf qu'en fait, les autres n'ont pas du tout la même façon de voir le monde que moi. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec la méditation. Ouais. C'est qu'on a tous, d'une certaine façon, on vit tous dans un monde différent. Qu'on a tous des lunettes, des filtres qui sont extrêmement différents. Mais qui fait toute la richesse d'ailleurs des êtres humains. Et finalement, quand j'ai appris à être plus indulgent avec moi-même, plus indulgent avec les autres, cette anxiété sociale, donc plus acceptant, cette anxiété sociale a diminué. Non, parce qu'en fait, c'était tout le sujet de l'amour. En fait, avec cette anxiété sociale, tu te coupais de l'amour, tu te coupais du lien à l'autre. Avec cette anxiété sociale, oui, c'est une peur. Donc effectivement, quand on a peur de l'autre, on peut pas vraiment l'aimer. On a peur des araignées, c'est difficile d'aimer les araignées. C'est la dualité. Choisir la peur ou l'amour. Exactement. Sauf que là, c'était totalement irrationnel et que je ne pouvais pas la contrôler et je pense que on peut pas dire ça à quelqu'un qui a de l'anxiété sociale, juste lui dire aime et ton anxiété va disparaître, parce que c'est quelque chose de tellement ancré dans le corps qu'il y a tout un travail à faire et c'est pas si simple que ça. Et justement, comment tu t'es libéré de ça? Est-ce que le Namatata t'a aidé ou est-ce que c'était avant? C'était avant et puis pendant aussi. Donc, je pense que Namatata m'a aidé parce que je suis devenu entrepreneur. Et quand on est entrepreneur, on a plein d'interactions sociales à avoir. Et rien que passer des coups de téléphone, par exemple, qui était quelque chose pour moi qui était extrêmement angoissant. Par exemple, les premières interviews, podcasts, radio, c'était extrêmement angoissant. Donc oui, le fait d'entreprendre m'a beaucoup aidé. En fait, c'est plusieurs choses en même temps qui m'ont aidé. C'est à la fois de confronter ma peur en faisant plein de choses, comme en entreprenant, en allant vers les gens, en passant des coups de fil. Et puis aussi le travail intérieur que je faisais avec la méditation, que j'ai fait avec plein de retraites également, en gros, qui ont été extrêmement thérapeutiques pour moi-même. Donc, mais oui, le fait d'entreprendre, de créer cet tapis de méditation, de me retrouver à guider des méditations devant parfois des dizaines de personnes, voire 100 personnes en même temps. C'était des exercices qui me terrorisaient et en fait, je me suis rendu compte que ça se passait bien et plus je le faisais, mieux ça se passait. Et est-ce qu'aujourd'hui, il reste encore des petites choses de ça, des petites appréhensions ou est-ce que t'as plus rien?
Parce que tu ressens plus rien. Je ressens toujours des choses en termes d'anxiété sociale, mais c'est plus du tout handicapant. Aujourd'hui, je me sens capable de faire plus de choses socialement que la moyenne des gens, même beaucoup plus, parce que ça me fait penser à cette histoire de Steve Jobs, par exemple, qui était un grand timide, un grand introverti, et qui est devenu au fur et à mesure des années, et quand il a compris que ça se travaillait, qui est devenu un orateur, un des plus reconnus. Et c'est vrai que quand j'ai compris qu'on pouvait évoluer, changer de cette façon, et ben c'est vrai que j'ai pas envie de m'arrêter. Donc je vais toujours un peu plus loin. Parce que qu'est-ce que ça te procure à chaque fois que tu vas un peu plus loin? Ça me procure de la joie, de la satisfaction. Ouais, je suis même, ouais, je suis fier aussi de moi-même de me dire que ouais, j'ai réussi à me dépasser, que j'ai réussi à faire quelque chose que je pensais pas possible avant. Donc ça me donne beaucoup de joie et de bonheur. Et finalement, c'est un peu gagner, comme tu disais tout à l'heure, c'est gagner aussi envers ce qui a été un handicap pour toi. C'est oui, alors je sais pas si je le vois comme ça, de me dire que j'ai gagné. Mais c'était pour reprendre ton... Ouais. Ouais. Parce que justement, je suis beaucoup moins dans la compétition et dans cette idée de gagner qu'avant. Donc, je le vois plutôt comme de l'accomplissement, de l'accomplissement de soi. Ouais. Mais justement, parce que j'imagine que dans ton chemin d'entrepreneur, enfin sur ton chemin d'entrepreneur, c'est aussi important de se rendre compte que la notion de gagner, la notion de compétition et donc la notion de réussite a changé pour toi au fur et à mesure de ces années. Ouais. C'est quoi aujourd'hui pour toi réussir? C'est une bonne question parce que effectivement, au début, quand je me suis lancé, je voulais être le meilleur, je voulais avoir l'appli de méditation la plus reconnue en France. Donc je voyais très grand. Et plus le temps passe, ce qui n'est pas un mal d'ailleurs de voir grand. Ce qui n'est pas un mal, non. Et plus le temps passe, et moins je ressens ce besoin de faire quelque chose de grand. Et même plus le temps passe, plus j'ai envie de simplicité. J'ai toujours vécu dans des grandes villes. Maintenant, je sens que j'ai besoin de vivre à la campagne, que j'ai envie de vivre à la campagne, que j'ai envie de vivre très simplement, que le travail ne prenne pas toute la place, de tout simplement vivre avec des gens que j'aime, avec qui je me sens bien, et au contact de la nature. Moi, j'aime bien dire que l'entrepreneuriat est un chemin de dépouillement. Ouais. Tu le perçois aussi comme ça, d'une certaine façon? Pour moi, ça se passe comme ça, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas pour tous les entrepreneurs. Parce que je croise énormément d'entrepreneurs qui sont encore dans cette idée de toujours plus, toujours plus grand, toujours plus fort, cette idée de changer le monde que je trouve très égotique. Donc après, leur vie n'est pas terminée, hein, tu sais. Exactement. Donc, moi, bon, ça c'est mon point de vue personnel, mais je suis persuadée que tout entrepreneur arrive à un moment donné à sa vérité, à son essentiel, et reconnecte à ça et remet ses valeurs spirituelles au cœur de sa vie et potentiellement de ses entreprises. Quelle que soit la façon
que la vie a de nous amener à ça. Mais voilà, pour moi, c'est un peu ça le chemin d'entrepreneuriat. Ouais. Puis pour certains, ça se passe sur le lit de mort. Oui, exactement. Exactement. Ça se passe à la fin de la vie. À la fin de la vie matérielle, en tout cas. Ouais. Et ouais, ou alors ça passe par des burn-out, par des faillites, ouais. par des pertes de sens, par des divorces. Enfin voilà, il y a de toute façon, la vie se charge de ça aussi. Pour revenir à l'essentiel et se détacher de l'ego, puisque de toute façon, enfin voilà. Finalement, est-ce que le chemin de l'entrepreneuriat, mais le chemin de la vie, ce serait pas ça, apprendre à se détacher de l'ego. Et comme tu le dis, il y en a, ils y arrivent le jour où ils quittent ce monde. Ouais. Et je trouve que du coup, j'ai l'impression que les plus grands entrepreneurs on est souvent, je peux me mettre dedans, ceux qui ont le plus d'ego finalement, ouais. Qui ont quelque chose qui veulent prouver quelque chose, qui veulent montrer quelque chose. Et je rencontre plein de gens en fait qui ne sont pas entrepreneurs mais qui sont extrêmement équilibrés dans leur vie, très heureux et qui n'ont pas ce besoin d'exister, ce besoin de changer le monde. Alors, tous les entrepreneurs n'ont pas besoin de changer le monde non plus. Non. Mais oui, je vois ce que tu veux dire et pour moi, c'est lié à la relation à l'argent, en fait. Ça peut être lié à l'argent aussi, ouais. Ça peut être lié à l'argent dans notre société où l'argent aussi est synonyme de sécurité. Et de liberté aussi, pour certains. Et de liberté aussi. Donc, de pouvoir. Et de pouvoir aussi, ouais. Et donc on voit souvent beaucoup d'ego dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, comme les entrepreneurs aussi sont souvent des gens très, très ouverts d'esprit et souvent très, très intelligents, et qui aiment faire de nouvelles expériences. Et je remarque qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui s'intéressent au développement personnel, qui font de la méditation, qui prennent des psychédéliques, et qui sont sur un chemin d'évolution et d'apaisement aussi de l'ego. Ouais. Oui, bah oui, parce que je pense qu'il y a un moment donné où on n'a pas le choix. On est obligé de revenir à nos besoins pour notre santé déjà, notre santé, notre bien-être. Tu vois, il y a. Je ne sais pas si tu fais partie de ces entrepreneurs qui sont passés par un burn-out, parce qu'il y en a beaucoup. Mais enfin bon. Pour revenir sur ce chemin d'entrepreneur, comment ta spiritualité aujourd'hui soutient ta posture d'entrepreneur? Comment ta spiritualité soutient ou nourrit ta posture d'entrepreneur ou ton entreprise? Alors, moi, j'ai toujours un peu de mal avec ce mot spiritualité. Oui, on peut le définir si tu veux. Pour moi, la spiritualité, c'est de la thérapie, d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on se crée très avec le mental pour trouver du sens. Mais pour moi, et finalement, toutes les spiritualités reviennent au même et à cette idée qu'on appartient à quelque chose qui nous dépasse, plus grand, ouais. De plus grand. Mais pour moi, en fait, c'est déjà évident et le corps quand on naît, en fait, le corps voit très bien qu'on est séparé de quelque chose extérieur à nous. Et je trouve que dans la spiritualité, et c'est vrai que
Alors, je pourrais dire que je suis dans le monde de la spiritualité, etc. Mais je vois tellement d'ego. Oui, mais j'allais te le dire tout à l'heure. Ouais. Il y a aussi de l'ego spirituel. Voilà, je vois quasiment que ça. Mais ça fait partie du chemin, je trouve. Ouais, d'accord. Donc c'est vrai que j'ai tendance à pas. Et puis je trouve qu'il y a une étiquette aussi qui est posée dessus. Mm-hmm. Et je trouve que dans la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui considèrent, qui découvrent certaines choses, qui découvrent un sens à leur vie, qui découvrent quelque chose et qui ont l'impression d'avoir découvert quelque chose que les autres n'ont pas vu, pas compris. Mm-hmm. Je trouve que ça positionne très vite sur quelque chose d'égotique. Oui, il y a un sentiment de supériorité. De supériorité, de détenir un secret. De détenir quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça me dérange profondément. Complètement. Je suis le plus admiratif, moi, pour les gens qui sont extrêmement simples, donc qui vivent au contact de la nature, qui sont dans l'amour et dans la simplicité, et qui n'ont pas besoin de plus. Alors, je vais reposer ma question différemment. Je me doutais que tu réagirais sur le mot spirituel. J'aime bien, je suis un peu provoque sur ça. Ah, mais j'adore. Tu sais, le podcast s'appelle Vérité, hein, donc on va pas se gêner. Donc, je reformule ma question. Quelle place l'amour a dans ta posture d'entrepreneur et ton entreprise? D'accord. C'est tout un travail et je travaille encore dessus parce que je pense que c'est un travail de toute une vie. D'apprendre à me donner de l'amour, c'est quelque chose. À te donner ou à en recevoir? Déjà à m'en donner. Ouais. Et je travaille en ce moment beaucoup sur ça parce que je remarque que c'est aussi la façon dont c'est en me donnant de l'amour que je vais être aussi plus capable d'en donner. Et d'en recevoir aussi. Et je travaille notamment avec les psychédéliques sur ça. Mais je trouve qu'il y a une grande évolution, en tout cas, dans mon rapport aux autres. C'est-à-dire que plus je me sens mieux avec moi-même et plus autrefois, je jugeais énormément les autres et je pense que c'était lié aussi à mon anxiété sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus acceptant envers les autres. C'est-à-dire que je me focalise sur les bons côtés des autres, alors qu'avant, j'avais plutôt tendance à me focaliser sur ce qui ne me plaisait pas. Et je trouve que ça change tout. Oui, et puis ça fait référence à l'épisode avec Pierre David sur le fait que parce que ce qu'on juge mal des autres, c'est souvent ce qu'on a besoin de réintégrer de soi. Ouais, exactement. Tout ce qui est projection. Et aujourd'hui, tu vois, on parle du coup, pour revenir sur Namatata, sur l'entreprise, je sens que aujourd'hui, je passe énormément de temps derrière mon écran à gérer plein de choses. Et plus le temps passe, plus je travaille sur moi, plus je sens que c'est pas juste pour moi. Et donc, je suis en train d'évoluer sur ma façon de voir l'entreprise. Aujourd'hui, il y a plein de méditations qui sont écoutées par des dizaines de milliers de personnes chaque mois. Mais je sens que je suis pas en contact direct avec ces personnes. J'ai envie de créer un espace pour que je puisse avoir plus de contact humain avec les gens. Donc tu vois que toi aussi, tu as envie de plus. Finalement. Et ouais. Bien sûr.
plus de contacts. Et donc, je suis un petit peu en train de changer plein de choses dans mon entreprise pour arriver à plus de cette simplicité dont je parlais tout à l'heure, de contact humain. Donc, d'abord avec la création d'une formation. Et puis, j'aimerais aussi organiser des événements. Pourquoi pas des retraites. Ouais. Et ne plus être seulement derrière une application, mais se voir dans la vraie vie, créer du lien dans la vraie vie, créer du lien, se rassembler. Ouais. Être un peu trouver ma tribu. Oui, c'est vrai que ça, on en a parlé quand on préparait l'épisode. Ouais. Oui, tu me disais qu'effectivement, il y avait c'est un besoin qui est assez tendance aussi, ça, de créer sa communauté, de réunir sa tribu. Ce sentiment d'appartenance, il est fort. Ouais, je le sens énormément autour de moi. Je trouve que dans notre monde individualiste, il y a de plus en plus de solitude. C'est même en étant entouré, en étant dans des grandes villes, en ayant plein d'amis, je trouve que finalement il y a énormément de solitude, d'émotions difficiles. Et j'aimerais pouvoir, comme j'ai senti que j'en avais moi-même énormément besoin, j'aimerais aussi pouvoir le proposer à d'autres. Et c'est pour ça que j'ai aussi un projet sur lequel je réfléchis qui est dans cette idée de plateforme, pour permettre aux gens de trouver du lien social, de trouver leur tribu. Magnifique. Donc, ce serait une plateforme de tribu. Exactement. C'est fort ça, pour réunir ceux qui réunissent. Pour réunir ceux qui veulent se réunir, ouais. Donc en fait, est-ce qu'on pourrait dire que le pourquoi et la raison d'être de Namatata est l'amour? Enfin, le tien d'abord. Ouais. Oui, c'est le mien. En plus, c'est des choses que j'ai pris conscience avec la méditation, avec les psychédéliques, que c'est cette idée que l'amour c'est la chose la plus importante. L'acceptation de soi, l'acceptation des autres. Finalement, c'est l'amour de soi, l'amour des autres. Et dès qu'on est dans l'acceptation, dans cette posture mentale d'acceptation, d'amour, je trouve que ça libère. Déjà dans le corps, moi je le sens. Je sens un apaisement, je sens que je me relâche. C'est beaucoup plus agréable. Et je trouve que c'est très différent de la compétition. Dans la compétition, on est vraiment dans quelque chose de différent, de très séparé avec les autres. Alors qu'avec l'amour, on est beaucoup plus dans l'accueil. Donc je trouve que c'est très opposé. Oui, et en même temps, il faut passer par je sais pas comment on dit, l'individuation. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour mieux retourner à l'amour et à l'union. Oui. Il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi tout à l'heure quand tu as dit je me donne de l'amour. Ça m'interpelle parce que j'ai une perception différente. Pour moi, on est un réceptacle et on reçoit en permanence. C'est comme si on était sous une douche et que l'eau coulait en permanence sur nous, sauf qu'on tient un parapluie. Et donc, ça m'a interpellée tout à l'heure parce que quand tu dis donner, parce que si tu te donnes de l'amour, ça veut dire que l'amour ne coule pas à flot et en abondance non-stop finalement, et qu'il faut prêter attention pour te le donner à toi-même ou pour, tu vois, je m'embrouille un peu toute seule là. Mais pour moi, l'amour de soi, c'est simplement enlever le parapluie et se laisser recevoir.
c'est très féminin aussi, parce que quelque part, c'est une façon de se laisser pénétrer par la vie et de devenir un canal de ces énergies-là. Ouais. Oui, c'est à la fois enlever ce parapluie qu'on peut se mettre vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres aussi. Mm-hmm. Puisque finalement, l'amour, on peut le voir un peu partout. Et c'est un véritable, je trouve que c'est un véritable entraînement. Enfin, pour moi, c'est voilà, plus j'apprends et plus je cultive cet amour, voilà, à la fois perçu, ressenti de ma part et de la part des autres, plus ça pousse un peu dans tous les sens. Donc c'est voilà, enlever les parapluies. Et je trouve aussi que dans cette idée d'amour, c'est aussi quelque chose voilà, qui était pour moi l'entreprise. Il fallait être le meilleur, trouver tout ce qui est possible pour gagner de l'argent, pour que ça marche, sans forcément. Et parfois, j'oubliais un petit peu l'intention et l'utilisateur final. Dans toutes ces idées de marketing, de manipulation. Je suis un peu revenu sur ma façon de faire. Et aujourd'hui, j'ai une intention beaucoup bien différente, qui est vraiment de faire bien les choses pour l'utilisateur final, pour qu'il ait la meilleure expérience possible. Et de pas essayer de le manipuler pour qu'il achète. Même si j'utilise toujours du marketing, donc il y a toujours forcément un peu de... Oui, et puis tu as quand même envie qu'ils achètent. Exactement. Oui. Parce que je pense que ça peut les aider. Oui. Et que c'est bon pour eux, mais l'intention est différente. J'ai beaucoup changé aussi sur ça, sur ma façon de voir le management aussi, de pas mettre la pression, de pas d'être vraiment dans quelque chose de plus bienveillant et finalement de plus naturel, plus relâché. Ouais. Et peut-être aussi que pour en arriver là, il y a un moment où on comprend que ce qu'on reçoit n'est pas au détriment des autres. Tu vois, c'est pas le principe de la dernière part qu'il faut surtout pas prendre, parce que si toi tu t'autorises à recevoir cette part, il y a quelqu'un d'autre qui va en être privé. Ouais. Et je pense que c'est ça, tu vois, c'est se mettre au service de plus grand et au service de l'amour, c'est de te dire que de toute façon, tout ce que tu reçois, tout le monde peut le recevoir, en fait. C'est pas parce que toi tu le reçois que quelqu'un d'autre va en manquer. Exactement. C'est comme les sourires, la joie, ça peut se partager, se démultiplier. Alors, j'ai oublié ce que je voulais te poser comme question. C'est sorti de mon esprit. Oui, si. Parce qu'en fait, tu dis que au début de Namadata, t'étais pas dans cette intention d'amour, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que tu as switché, en fait? C'était quoi les déclics ou les étapes ou tu vois, pour devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? J'étais déjà quand même dans une démarche altruiste, puisque je voulais sincèrement aider les autres à découvrir la méditation, et leur faire du bien. Ouais. C'est plutôt sur ma façon de voir tous les outils qui sont à notre disposition pour réussir. Dans le monde des startups, il y a plein de tout ce qui est growth hacking. Parfois, j'ai l'impression que dans le monde des startups, du growth hacking, l'intention c'est d'abord de gagner de l'argent. Oui. Et donc mon intention c'était de gagner de l'argent, mais ce qui est un peu normal aussi parce qu'on est dans la survie.
Oui, et puis ce qui est quand même, l'argent est un flux qui est indispensable dans une entreprise. Exactement. Ça n'a pas à être sa raison d'être, mais c'est un flux qui est indispensable. Exactement. Et peut-être que je mettais trop d'importance sur l'argent et pas assez sur l'expérience, sur l'expérience pour l'utilisateur qui soit la mieux possible. Et aussi avec les gens avec qui je travaillais. J'avais cette idée que un peu des entreprises où il fallait surveiller ses salariés. Je cherche pas à surveiller les autres. Et je cherche pas, je veux pas que ce qui me drive ce soit l'argent, mais vraiment ce qui fait. Le truc. Ouais, c'est fou. On parle d'argent et ça fait tout sauter. Ah ouais, c'est ma connexion qui est pas super. Non, mais tu sais, ça coupe jamais à un moment anodin. Hein. Tu étais en train de parler de l'argent, du fait que tu avais fait l'erreur au début, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, de donner trop d'importance à l'argent et pas assez finalement à l'expérience de l'utilisateur ou de tes clients. La question qui me venait, en fait, en t'écoutant, c'était de quoi tu aurais eu besoin à ce moment-là pour ne pas choisir l'argent comme priorité? Qu'est-ce qui te manquait, en fait, comme ressource ou comme perception? Qu'est-ce qui me manquait? Je sais pas, des expériences de vie. Depuis 8 ans, j'ai vécu tellement d'expériences qui m'ont transformé, qui ont transformé ma vision du monde. Je pense que c'est vraiment le résultat de toutes ces expériences. Mais s'il y avait une chose que tu sais aujourd'hui et que tu ne savais pas à l'époque? En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que pour moi, la méditation, c'est quelque chose de très, très humain. Et j'étais dans cette idée qu'il fallait améliorer la conversion, avec plein de petits trucs, en changeant les boutons de place, en changeant tel texte, etc. Mais en fait, je pense que j'aurais dû, je pense que c'est pas si important. Le plus important, c'est l'expérience, c'est le contenu, c'est l'expérience humaine qui va, et voilà. Et c'est comment, c'est plutôt de me focaliser sur l'expérience, que sur tous les petits trucs marketing à droite à gauche. Donc c'est plus focalisé sur l'expérience plutôt que le résultat? Oui, voilà. Et en plus, je pense que c'est beaucoup plus agréable en tant qu'entrepreneur de se focaliser sur l'expérience que de tout le temps être à vouloir améliorer des taux de conversion, des trucs. Oui, et puis ça permet d'être aussi dans l'acceptation du chemin. Tu vois, le fait que ça soit une expérience, c'est aussi une expérience pour nous. Ouais. Puis ça permet d'être aligné, d'être vraiment aligné et de prendre vraiment du plaisir à ce que dans ce qu'on est en train de faire, d'entreprendre, d'être dans le sens. Comment tu as fait? Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi j'en vois aussi beaucoup encore qui se perdent dans leur entreprise, qui n'existent plus en dehors de leur entreprise. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Et enfin voilà, comment tu as vécu ça ou comment tu l'as pas vécu? Moi, je l'ai beaucoup vécu, je le vis toujours. Ouais. J'ai toujours du mal à me détacher de mon entreprise. Et en rigolant parfois avec certains, je me dis que j'aimerais bien être un salarié pour que le soir, quand je termine, je puisse vraiment penser à autre chose. Couper. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire.
parce que c'est un peu mon bébé, parce que j'ai du mal à lâcher prise. Ouais. Ouais, et ça m'a fait partir sur mon fils là, que tu dis ça. Je comparais, tu vois, l'entreprise à un enfant. Je crois que c'est aussi avec Pierre David qu'on a évoqué ça. Ça m'a fait complètement bugger dans ce que je voulais te dire. Il y a une relation à l'entreprise. Moi, je perçois l'entreprise comme un organisme vivant. Comme un système organique qui, au début, tu vois, c'est une graine qu'on a plantée, dont on prend soin pour qu'elle germe, pour qu'elle sorte de terre, pour qu'elle crée quelque chose dans la nature, dans le vivant. Et puis elle grandit. Et à un moment donné, elle a peut-être plus besoin du jardinier. Ouais. Mais c'est comme si le jardinier continuait à s'identifier à cette plante. Ouais. Tu vois ? Parce que cette plante, elle est venue nourrir des besoins chez le jardinier. Ouais. Et c'est là que c'est important de connaître ces besoins, les besoins qu'on nourrit à travers l'entreprise, et d'observer toutes les autres façons qu'on a de les nourrir en dehors de l'entreprise. Ouais. Est-ce que tu saurais identifier, toi, le besoin que tu nourris peut-être encore trop avec l'entreprise et qu'il faudrait peut-être nourrir ailleurs ? Je pense que j'ai un besoin... Je pense qu'il y a un biais. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un autre projet qui me passionne, mais j'ai un biais comme je me suis tellement investi sur le projet sur lequel je suis que je me dis c'est dommage. C'est dommage, il y a du potentiel, il y a encore des choses à faire. Et même si j'ai moins d'enthousiasme et de passion pour ça, il y a, je sais pas, il y a cette part raisonnable qui me dit, et de certains mentors aussi, comme Alexandre, qui dit, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas le laisser tomber maintenant. Il faut que tu fasses ça. Ça, c'est, et après, tu pourras, et parfois j'ai envie de me dire, mais pourquoi j'ai envie de faire tout de suite ce qui me tient vraiment à cœur. Oui. Ouais. Et je crois qu'on en avait un peu parlé ensemble aussi en off, mais peut-être que ce qui te tient vraiment à cœur, c'est pas si détaché de Namatata que tu me le penses. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Ombline. Merci de me le rappeler. Peut-être que c'est même l'énergie de ton entreprise qui t'amène à ces désirs, à ces nouvelles aspirations. Ouais, t'as tout à fait raison. C'est quelque chose que je vais mettre en, voilà. Je vais voir comment je vais réussir en tout cas à trouver un nouvel équilibre qui m'épanouisse totalement. Oui. Et tu vois, c'est trop souvent on est dans cette croyance qu'on doit choisir et toujours au détriment de quelque chose. Oui. C'est ce que j'appelle moi le paradigme de perte d'intégrité. Donc non, c'est reviens dans ton intégrité et ose choisir l'intégralité. Aussi bien pour toi que pour l'entreprise, parce que finalement c'est la base de l'amour. Ouais. De tout réunir, tu vois. C'est très beau ce que tu dis et c'est très juste. D'ailleurs, ça me donne de la joie, de la confiance. Tu vois ce que tu viens de dire. Ah, mais j'en suis heureuse. Et je sais que ton temps est limité aujourd'hui. Combien de temps il te reste là devant toi ? Je peux encore 3 minutes. 3 minutes, ok. Alors, je te donne mes dernières questions. Déjà, qu'est-ce que tu aimerais ajouter à cette conversation pour qu'elle soit complète, selon l'intention que tu avais au départ pour les auditeurs ?
J'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est un podcast qui est quand même lié à l'entrepreneuriat. Toujours faire attention à être aligné avec vos valeurs et à kiffer, à vraiment avoir de la joie et du plaisir à faire ce que vous faites. Apprendre à se donner de l'amour et prendre du temps pour travailler sur soi, parce que je trouve que c'est la chose la plus importante aussi. Enfin, c'est toujours un équilibre, hein, mais travailler sur soi et voir à quel point notre vision du monde s'aiguise, s'améliore quand on travaille sur soi. Et du coup, tous les choix qu'on va faire et qu'on va orienter vont être différents. Et travailler sur soi, ça veut aussi dire accepter de recevoir du soutien. Tout à fait. Donc, on est encore dans le recevoir. Qui tu aimerais entendre dans ce podcast, Antoine? Un entrepreneur? Ouais. Est-ce que tu as une idée d'un entrepreneur ou une entrepreneur en particulier? Tiens, ça me fait penser à un entrepreneur que j'aime bien et qui a écrit un bouquin. Il s'appelle Ludovic Huro. Ouais. C'est le créateur de cette appli-là. Il avait fait une appli de rencontre. Ouais. Et très connu. Et après, il a créé cette appli-là pour un peu le Tinder, mais professionnel. Ouais. Qui s'appelle je sais plus comment. Shaper. Ouais. Et je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité sur sa réussite. Ok, magnifique. Ouais. Bah, j'espère qu'on le recevra dans ce podcast. Ouais. Il est 43, donc je sais qu'on va terminer. Juste, Antoine, déjà merci. Merci d'avoir dit oui. C'est une grande frustration pour moi parce que je sais qu'on aurait encore pu créer plein de belles choses dans cette conversation, mais peut-être que tu reviendras. Avec plaisir. Et pour terminer, avec quoi tu repars de notre conversation? Je repars sur cette petite sensation là que j'ai ressentie à la fin, sur cette joie, cette confiance et de cette idée que tu me donnais sur de tout intégrer, de tout intégrer. Voilà. Magnifique. Puis on en reparlera si besoin en off. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Ombline. À très bientôt. À bientôt. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, merci de laisser vos 5 étoiles, de partager à votre réseau, sur WhatsApp, sur nos réseaux sociaux. Et puis si vous avez envie d'approfondir cet échange, cette discussion, ces thématiques, pensez également à m'écrire à l'adresse ombeline@nous.cio.co. Nous poursuivrons cette conversation ensemble. Et si vous souhaitez être invité sur le podcast, vous pouvez également me contacter à la même adresse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.